Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce monde, dans ce futur possible qui peut-être mettra au placard nos écrans, nos claviers, nos télécommandes, nos manettes, nos boutons, nos smartphones. Et oui, ça serait éventuellement possible que l'on n'ait plus besoin de nos smartphones. Mettra peut-être au rencard ce futur possible notre langage informatique, notre langage gestuel, même peut-être notre langage vocal. Pourquoi ? Parce que peut-être que demain, nous interférerons avec nos machines simplement en pensant ou simplement en ayant des émotions. Donc je vous propose de parcourir avec moi cette première tendance 2018 de l'Observatoire NetExplo qui vous propose de regarder à quel point finalement les innovations que nous avons captées nous proposent de voir fusionner ensemble le monde numérique et le monde organique jusqu'à ce que finalement ces complices digitaux qui sont encore très présents dans nos vies aujourd'hui disparaissent, deviennent quasiment imperceptibles, invisibles et que nous finissions par les oublier. Alors, qu'est-ce que l'on a pu observer pendant cette année de captation chez NetExplo ? Nous avons observé que nous avions de plus en plus d'interfaces qui étaient faciles à utiliser et qui étaient naturelles, avec lesquelles il était naturel de rentrer en dialogue, soit par la voix, soit par le geste, soit encore une fois par la pensée, nous le verrons plus précisément. Ces interfaces, elles sont aussi de plus en plus nombreuses, elles sont présentes partout et nous le verrons, elles sont sur et dans nos corps, elles sont aussi dans nos environnements de vie, dans nos environnements de travail. Et cette tendance à l'interface zéro nous conduit finalement à baigner dans une ambiance numérique, à nous immerger dans des services digitaux, des innovations, des technologies digitales qui, encore une fois, sont de plus en plus invisibles et de plus en plus imperceptibles. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Je vous propose de regarder déjà ce qui se passe dans la fusion du digital avec nos corps. Ici, vous avez une première innovation qui propose une peau mi-organique, mi-numérique. Cette peau est évidemment extrêmement souple et extrêmement fine. Vous la collez, pourquoi pas, sur votre main, sur votre doigt. Et cette peau intelligente va non seulement capter des données biométriques, par exemple la température de votre corps, mais va également restituer l'information avec une diode. Votre corps est devenu un écran, est devenu un diffuseur d'informations numériques. Mais il n'y a pas que par la lumière que l'on peut obtenir ces informations. Ici, vous avez un objet connecté qui se propose de vous informer avec une odeur. Et en l'occurrence, cet objet connecté va diffuser une odeur métallique un peu désagréable que notre cerveau va immédiatement interpréter comme étant un danger quand vous êtes en train de surfer sur un site qui est piratable, quand vous êtes soumis à possiblement du phishing. Donc vous allez être informé par des informations multisensorielles, là une odeur. On peut aller encore un peu plus loin dans cette fusion du digital et du corps. Là, votre corps devient une télécommande. Votre corps devient un mot de passe. Nous sommes en Suède. 2000 voyageurs de Stockholm ont accepté de se voir implanter dans le creux du poignet une puce numérique, sous la peau. Cette puce numérique, elle accueille aujourd'hui et pour l'instant un pass Navigo. Et donc vous empruntez les transports publics de Stockholm, sans ticket, sans carte, sans monnaie, simplement grâce à cette puce électronique qui est implantée sous votre peau. Et évidemment, cette puce électronique, elle peut aussi accueillir des services de paiement à distance. Elle peut accueillir le badge de votre entreprise qui ouvrira les portillons de vos sociétés pour que vous puissiez aller travailler. Si on continue toujours un peu plus loin, dans ce corps devenu télécommande ou mot de passe, vous avez ici une oreillette que vous pouvez porter donc tout près de votre oreille et qui va vous permettre de faire de votre oreille un mot de passe. Puisque les conduits auditifs sont personnels, chaque conduit auditif est différent et donc ici on vous propose d'utiliser votre oreille comme mot de passe.
Si l'on continue dans cette fusion, dans l'analyse de cette fusion entre le monde réel et le monde virtuel, nous avons évoqué le corps, on peut aussi évoquer l'environnement dans lequel on vit ou dans lequel on travaille, qui fusionne également avec le digital. Alors vous connaissez tous, on en a longuement parlé, de ces wearable devices qui permettent là aussi de relever des constantes physiologiques. Ici, c'est un soutien-gorge qui va essayer de détecter des risques de cancer du sein en analysant la tessiture de votre peau ou les différences de température dans vos tissus. Mais si on va encore un peu plus loin, on arrive à ce petit capteur numérique qui se place dans la chair de nos aliments, dans la chair d'un poisson, dans la chair d'un bœuf ou d'un poulet, ou pourquoi pas dans la chair d'une carotte ou d'une tomate. L'idée ici, c'est de placer dès la naissance de cet aliment une petite puce biodégradable qui va permettre de tracer la vie de cet aliment. Et cette petite puce va se dégrader une fois qu'on va la cuisiner. Donc on voit bien que là, on est dans l'intimité, pas moléculaire, mais quasiment, de nos objets et de notre environnement. Là, nous sommes sur une innovation qui vous propose de vivre différemment votre interaction avec l'écosystème intelligent qui vous entoure. Vous placez cet objet IO au centre d'une pièce, que ce soit votre bureau, que ce soit votre salon ou votre chambre. Cet objet va scanner la pièce dans laquelle vous l'avez placé et va vous proposer de personnaliser des gestes qui vont commander la domotique et l'environnement intelligent qui vous entoure. Donc non seulement vous dialoguez avec le numérique par les gestes, mais vous créez votre propre lexique. C'est vous qui décidez si vous vous tirez l'oreille, si vous vous grattez le bout du nez, qu'est-ce que ça va déclencher comme lumière, comme four, comme ordinateur. C'est vous qui créez votre propre langage. On continue ici avec un spray étonnant qui vous permet, sur n'importe quelle surface, y compris par exemple sur la manche de ma veste, de rendre n'importe quelle surface connectée grâce à ce spray. Donc là encore, c'est vous qui choisissez quelle partie de l'environnement qui vous entoure va être connectée et quelle commande vous allez y associer. Donc encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que le monde digital et le monde réel fusionnent, mais que le langage que vous allez utiliser est le vôtre. Donc on est dans la personnalisation de ce lexique numérique, et ça c'est un fait relativement nouveau ou qui s'amplifie. Tout à l'heure, je vous parlais des interfaces zéro dans lesquelles on s'immerge, dans lesquelles on plonge avec un service digital ambiant qui m'entoure, qui m'enrobe. Ça, évidemment, ça tend encore un peu plus à voir se fusionner le monde réel et le monde numérique. Ça tend aussi de plus en plus à nous faire oublier que finalement le monde dans lequel on évolue est empli, est augmenté de numérique. Et évidemment, ça concourt à ce que l'usage de ces complicités digitales soit de plus en plus important. Alors là, par exemple, vous pouvez vous munir d'un masque de réalité virtuelle et réalité augmentée. En fait, c'est un masque de réalité mixte. Et vous allez évoluer dans un environnement où le réel et le virtuel se confondent totalement. Si l'on continue, ici, par exemple, vous êtes atteint de la maladie de Parkinson, vous avez des tremblements de main et comme vous le savez très certainement, il est très difficile d'écrire, de dessiner quand on a la main qui tremble. Eh bien, vous pouvez porter à votre poignet cette montre dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse. Cette montre, elle va trembler en quelque sorte, mais elle ne va pas trembler pour compenser le tremblement physique de votre main. Elle va venir perturber les signaux émis par votre cerveau. Donc elle rentre, si je puis dire, dans l'intimité de votre activité cérébrale pour venir contrecarrer les signaux émis, les signaux nerveux émis et donc le tremblement de votre main.
Si vous ne connaissez pas EmaWatch, je vous invite à regarder sur YouTube la vidéo, c'est extrêmement impressionnant. Et puis, mais là je ne m'étendrai pas parce que c'est un des lauréats que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, vous avez Stentrod, qui est une endoprothèse que vous allez placer sur un vaisseau sanguin dans votre cerveau et qui va directement commander l'exosquelette que vous avez enfilé. Alors cette innovation a été développée pour des paralytiques qui s'équipent d'un exosquelette pour pouvoir marcher, se lever, monter, descendre des escaliers. L'idée ici, c'est que l'exosquelette n'est pas commandé par un bouton, par une manette, ni même par une commande vocale, il est commandé directement par votre activité cérébrale. La puissance de cette fusion entre le monde réel et le monde organique est évidemment impressionnante. Alors une fois qu'on a découvert ce futur possible qui nous est proposé par ces innovations digitales, il y a quand même un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux sur lesquels je vous invite à réfléchir avec moi. La première chose, c'est que, on le voit bien, l'environnement dans lequel nous allons évoluer n'est plus un environnement figé. C'est un environnement interactif, c'est un environnement polymorphe, c'est un environnement qui est en constant dialogue avec nous et finalement nous allons co-créer les lieux dans lesquels nous vivons et les lieux dans lesquels nous allons travailler. C'est assez intéressant. Si vous pensez par exemple au monde industriel, eh bien vous savez que quand on réfléchit, quand on imagine une ligne de production dans une usine, ça prend beaucoup de temps. Et puis après on l'installe, et après on la garde très longtemps parce que tout ça a coûté beaucoup d'argent et a pris beaucoup de temps. Avec les interfaces zéro, on peut imaginer des lignes de production complètement différentes, beaucoup plus agiles, beaucoup plus métamorphes, et avec lesquelles l'opérateur rentre en interaction permanente pour obtenir ce dont il a besoin. Alors cette interactivité, elle peut être le fait de nos complices digitaux. Ici, c'est un robot qui n'est pas très grand, mais qui a pour compétence de changer sa morphologie en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Alors, s'il est dans l'eau, il va prendre la forme d'un petit bateau pour pouvoir flotter. S'il est sur des cailloux, il va prendre des roues un petit peu bizarres pour pouvoir continuer à avancer. On a là un complice digital, un robot, qui est capable de se modifier en fonction de ce qu'il comprend de son environnement. Et si l'on va encore un peu plus loin, pas si loin que ça finalement, puisque c'est à Londres, on peut parcourir cette rue connectée qui préfigure peut-être la Smart City de demain avec Starlink Crossing. Imaginez-vous une rue qui est entièrement digitalisée, bourrée de capteurs, bourrée de vidéos, qui regarde en permanence quel est le trafic voitures, cyclistes et évidemment le trafic piéton. Donc elle capte de la donnée en nombre. Elle analyse cette donnée en temps réel. Mais ce qu'elle fait de supplémentaire, c'est qu'elle agit. Elle va décider à quel moment elle va faire surgir sous forme holographique un passage piéton, un feu rouge, un feu vert, et cette rue intelligente va agir pour modérer le trafic et pour mettre en sécurité les piétons qui voudraient traverser. On est là dans un environnement qui non seulement est polymorphe, mais qui en plus est grandement intelligent et capable d'action. Vous voyez où je veux en venir à la deuxième partie de ces tendances. Un autre enjeu autour de l'interface zéro, on a tendance à vouloir penser tout de suite technologie, et on a raison, parce qu'évidemment, toutes ces technologies, c'est autant de possibilités d'usage à venir. Mais moi, je vous engage à penser usage, à penser expérience client ou expérience collaborateur. Parce que toutes ces technologies ont un intérêt si on embarque dans leur usage une vision, un objectif, une idéologie quelque part. Donc penser interface zéro, c'est penser UX et design de cette UX. Et faites attention, le coup est déjà parti avec les interfaces zéro et sans doute qu'on ne s'est pas suffisamment posé la question de l'aventure que l'on voulait faire vivre aux usagers dans ce monde d'interface zéro. Parce que cette aventure, elle va être le relais de votre image de marque, que vous soyez client ou que vous soyez collaborateur. Elle va être le relais peut-être du positionnement en gamme de votre service ou de votre produit. Elle va être le relais de votre relation client ou de votre relation collaborateur. C'est pas rien
en termes de business, c'est pas rien en termes d'attractivité pour une marque employeur. Alors vous le verrez, là aussi je leur laisserai la parole puisque nous avons la chance de les accueillir. On a, avec 360D, on a, avec Kataki, de véritables visions, une véritable ambition portée par ces interfaces zéro. Et n'oublions pas que ces interfaces zéro ne sont pas que l'apanage des pays riches, des pays occidentaux et des mondes que l'on côtoie tous les jours. L'interface zéro, elle peut être simple, elle peut être frugale, elle peut être tout à fait économique, elle peut être terriblement populaire, et je crois qu'avec 360D ou avec Kataki, nous en avons des exemples frappants. Mais cette interface zéro, elle peut aussi s'incarner dans ce magasin mobile et autonome qui se propose de parcourir les rues chinoises. Vous avez là le petit frère d'Amazon Go sur roulette. Vous n'avez plus de conseiller de clientèle, vous n'avez plus de caissière, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus qu'un robot qui vous propose un parcours client. C'est lourd de sens, c'est lourd de signification. Il faut bien réfléchir à l'UX que l'on veut proposer à ces futurs consommateurs. L'interface zéro, on l'a vu avec les quelques exemples que je vous ai proposés, vous en avez plus évidemment dans notre N100, elle a tendance à désincarner nos complices digitaux, à désincarner nos vis-à-vis digitaux. Est-ce que l'homme, aujourd'hui, est prêt à cela, à cette désincarnation, à cette disparition de son vis-à-vis digital? Ou est-ce qu'on en a envie? Aujourd'hui, la profusion des robots, et dans robots, j'intègre évidemment les chatbots, les robots conversationnels, la profusion des robots est une réponse à cet enjeu, ce questionnement autour de la désincarnation de nos complices digitaux. Et là aussi, je vous engage à réfléchir à ce que vous voulez que vos robots transmettent comme expérience d'usage. Parce qu'on a le choix. Alors, il y a beaucoup de robots qui jouent la carte de l'anthropomorphisme. Parce que finalement, on se dit que pour que la relation avec l'homme soit émotionnelle, elle soit motivée, qu'on soit emballé par l'usage de tel ou tel robot, il faut qu'il singe un peu l'humanité. Donc on a des robots qui ont des yeux ronds, qui ont des grands sourires, qui sont sympas. Ici, c'est un robot juriste en Chine, par exemple, qui accueille des citoyens qui veulent contester leur contravention. Ici, on a un petit robot que l'on peut faire soi-même avec son enfant pour eh bien, voilà, jouer le rôle d'une petite babysitter sympathique avec voilà, cet œil qui figure un mignon. Pour les chatbots, le mouvement de chatbot est parti, la stratégie vocale des entreprises est déjà en marche, mais s'est-on posé la question de ce que devait transmettre comme relation, comme UX, ce chatbot? On a le choix. Ici, vous avez un chatbot qui est capable de détecter l'empathie dont vous faites preuve et d'adapter lui-même son empathie à la vôtre, en fonction de l'objectif évidemment qu'il poursuit. Donc il va être capable de singer l'émotion, la tristesse, la condescendance, pourquoi pas. Donc on est là dans un chatbot qui singe l'humain, jusqu'à peut-être demain ne plus vous avertir que vous dialoguez avec un chatbot, évidemment, c'est la règle du jeu. Mais on peut faire un autre choix, ici avec End of Life. C'est un chatbot qui est proposé aux malades en phase terminale à l'hôpital. Ce sont des personnes qui sont dans une situation évidemment critique, qui ont de lourds sujets à aborder, notamment avec leur famille. Et des études menées par des médecins et des psychologues ont démontré que, eh bien, finalement, qu'il y avait tout un tas de questions qu'on avait beaucoup de mal à aborder avec sa famille ou avec des proches, avec des amis, finalement même avec un être humain. Parce qu'on avait peur du jugement, on avait peur de faire de la peine, etc. Et donc, ils ont développé un chatbot qui, lui, eh bien, a toutes les caractéristiques d'un robot. Il est froid, il a limite une voix un peu métallique, il est très rationnel, très distancié. On a fait le choix d'une UX très différente de son prédécesseur. Ça n'est pas sans incidence sur votre stratégie relationnelle. Pensez à cela quand vous utilisez un chatbot. Et puis enfin, eh bien, vous avez vu, au cours de mes différentes illustrations,
À ces interfaces zéro, elles sont douées d'intelligence. Elles peuvent agir. Et si elles sont intelligentes, il faut se poser la question de leur responsabilité, de leur pouvoir, de leurs droits et de leurs devoirs. Ici, vous avez un chatbot au Japon qui répond au courrier du cœur. Alors, il lit un courrier qui lui est envoyé, il fait preuve de compassion, après il vous donne quelques explications et il vous propose des stratégies amoureuses. Imaginez à quoi ça peut conduire. Pourquoi pas à un crime émotionnel, à un suicide, on peut tout imaginer. Imaginez maintenant ce chatbot manager dans une entreprise ou conseiller de clientèle. Quelle est la responsabilité que vous allez lui donner? Quels sont ses droits? Quels sont ses pouvoirs par rapport à son collègue humain? Même chose ici avec Coco, c'est un chatbot qui parcourt les réseaux sociaux aux États-Unis et qui va détecter des personnes qui pourraient présenter un état dépressif. Mais plus loin que le diagnostic, il va prendre contact avec ces personnes et commencer une sorte de thérapie en ouvrant le dialogue. Là aussi, on a de la responsabilité. Là aussi, il y a du pouvoir. Il faut savoir de quel degré de pouvoir on veut donner à ces intelligences numériques. C'est, je crois, une parfaite transition pour vous accueillir dans un peu moins d'une heure et demie sur le deuxième acte de nos tendances avec la décision zéro. Je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure.